Depuis de nombreuses années, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs et rencontrer les gourmands de nos régions. Chacune possède ses ambassadeurs gastronomiques, parfois illustres, des artistes de renom qui ont porté l'art culinaire au rang d'art majeur, n'hésitant pas à introduire leur amour de la cuisine dans leur création. Les textes gourmands de Colette, évoquant aussi bien la truffe que le pudding de sa mère, les romans de Jean Giono remplis de plats provençaux, les tables chargées de fruits peintes par Cézanne ou Claude Monet, les croquis de Toulouse-Lautrec sont autant de célébrations de la table et des plaisirs des sens. Sans oublier Marcel Proust, indissociable de ses madeleines. Dans cette nouvelle formule, j'ai décidé de me mettre à la table de ces créateurs, de faire le trait d'union entre leur univers artistique et notre passion gastronomique commune, afin de vous livrer les plus belles recettes de ces artistes épicuriens. Bonjour, c'est dans la belle campagne aixoise que je vous retrouve aujourd'hui à la découverte d'un artiste gastronome que j'affectionne particulièrement, Paul Cézanne. Avant de découvrir à la fois le personnage, son atelier, mais aussi et surtout les recettes de cuisine qui ont jalonné sa vie provençale et parisienne, je tenais à vous faire découvrir un endroit incroyable, son cabanon, posé en plein milieu des carrières de Bibémus, face à la montagne Sainte-Victoire. Un endroit perdu, inaccessible, où il a passé une bonne partie des 10 dernières années de sa vie. Je vais y retrouver Michel Fressé, un passionné qui dirige l'atelier Paul Cézanne et qui est le seul à posséder les clés de son cabanon en pleine garrigue. Eh ben moi je dis bravo Micheline. Bonjour Michel. Bonjour Julie. Alors nous y voilà, au pied du cabanon de Cézanne. Ouais, c'est ici, c'était le cabanon qu'il louait pour déposer tout son matériel et les toiles en cours. Oui, parce qu'il venait avec une grande quantité de matériel, c'était lourd. Et puis à l'époque, il ne garait pas sa voiture ici, j'imagine. Non, il louait les services d'un cocher à l'année qui le déposait en bas sur la route du Tolonnais. Ensuite, il grimpait jusqu'ici, il ouvrait les portes, il sortait son matériel. Et puis il accueillait aussi quelquefois quelques amis pour venir prendre un verre avec lui. Et donc cette fameuse Sainte-Victoire, dont Cézanne connaissait l'histoire, pas seulement l'histoire comme on la considère nous, mais l'histoire géologique. Il connaissait parfaitement bien la géologie de son pays. Il disait qu'il voulait savoir comment Sainte-Victoire s'enracinait, que ça le rendait meilleur. On peut imaginer que c'est meilleur peintre parce qu'effectivement, il voyait comment la montagne s'ancrait dans le paysage. Ça a été son motif de prédilection tout au long de sa vie. Il n'a cessé de tourner autour. 87 fois, il l'a peinte. Oui, il y a 44 huiles et 43 aquarelles. Aucun peintre après Cézanne n'a peint Sainte-Victoire, même Picasso, qui vouait pourtant un culte très particulier, un amour presque filial à Cézanne, n'a pas peint la montagne, il a juste acheté 1001 hectares des terres de Sainte-Victoire, puisque le château de Vauvenargues se trouve côté nord de la montagne. Qui était sa propriété. Et donc il s'est offert l'original de Cézanne. Et c'est face à cette montagne Sainte-Victoire, si chère au cœur de l'artiste, que notre Paul Cézanne s'installait pour peindre. Fils d'un chapelier qui deviendra banquier, Paul Cézanne est né dans une famille confortable à Aix-en-Provence en 1839. Il passera toute son adolescence dans le charmant village de Provence, alternant les cours de dessin et les études de droit qu'il abandonnera rapidement pour monter à la capitale, s'essayer à la peinture. Si Paris l'attire, il n'oublie jamais d'y emmener son bidon d'huile d'olive, ingrédient essentiel à ses plats favoris. Précurseur du post-impressionnisme, il s'éloignera pourtant peu à peu du groupe d'artistes et de son ami Pissarro pour revenir à Aix fuyant les mondanités. Sa Provence lui manque et Paris l'emmerde, dit-il. Fin gourmet, l'artiste adore les légumes du soleil, l'ail, les plats en sauce, les olives bien sûr et les poissons de la Méditerranée. Il sera d'ailleurs l'un des premiers à explorer la voie de la représentation de l'alimentation du XIXe siècle. Non conventionnel, libre penseur, solitaire et froid, celui qui refusait toute attache, a fortiori avec les femmes, se mariera pourtant avec Hortense, qui lui donnera un fils. Fasciné par les paysages, il n'a pas peint que la montagne Sainte-Victoire, même si le géant de granit reste son modèle favori. L'Estaque,
petit village de pêcheurs l'inspire fortement entre deux bouillabaisse dégustées sur le port. Incomprises en leur temps, les natures mortes cézanniennes sont devenues l'un des traits caractéristiques de son génie, avec comme modèle de prédilection les pommes, qui restent le synonyme de sa quête de l'être, autant que son attirance pour le bien manger. Ah oui, c'est vraiment resté dans son jus, hein. Ah oui, là, c'est le cabanon provençal dans toute sa splendeur. Pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Mais c'était avant tout pour déposer le matériel, c'est ça, pour ne pas avoir à le trimballer d'en bas tout à fait. tous les jours. Ouais, parce qu'il qu'il venait quand tous même, les jours. quand il travaillait ici sur le motif, c'était tous les jours. Il venait, il travaillait plusieurs toiles en cours. Hein. Il laissait tout ça ici avec ses chevalets, ses boîtes à peinture, ses tubes, ses pinceaux, ses ombrelles. Enfin, c'était quand même un sacré bardard. Bardard. Ouais. Alors, tu nous as préparé un petit casse-croûte en plus. Eh oui, un petit casse-croûte à la Cézanne. Au menu, ce qu'affectionnait le peintre, des produits simples de la région où l'olive et les terrines règnent en maître. Alors, huile d'olive du pays d'Aix, évidemment. Voilà, et puis tapenade noire, tapenade verte. Faite par tes soins. Oui, faite maison, effectivement, avec des olives et des capres et de l'anchois. Forcément. Et de Et un peu d'ail. Un petit pain aussi maison. Non, c'est toi qui as fait le pain? Oui. Oh. Il sent bon, la mie est belle. Dis-moi, c'est quoi? Alors, c'est du petit épeautre, effectivement. Voilà, et puis du sel. Quel privilège, Ouais. ce casse-croûte dans les lieux cézanniens. Déjà, je vais goûter l'huile d'olive. Le repas le plus frugal et peut-être le plus vrai qui soit en Provence. Ça, c'est clair. Ton pain est délicieux aussi. Moi, j'adoube largement ces tapenades, hein. Magnifique. Donc, on peut les faire avec de l'olive verte ou noire. Oui, Anchois, forcément. tout à fait. Quelques filets d'anchois. Capres aussi, Capres. forcément. Alors, les capres, il faut bien les presser pour qu'elles rendent leur jus. Parce que sinon, après, ça va bien sûr se libérer dans la purée. Capre au sel? Non, capre vinaigre. vinaigre, ouais, capre vinaigre. D'accord. Et le tout dans un bon mixeur aujourd'hui. Et puis voilà, c'est assez facile. Un peu d'amande ou pas? Non. Non. Alors c'est vrai qu'on peut soit mettre des amandes, soit des pignons, mais plutôt dans la verte que dans la noire en général. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Dis-moi. Donc c'est ce qu'on appelle une caillette. Ouais. Donc c'est une espèce de terrine, de pâté à base de porc, de foie de volaille, d'herbes de Provence. C'est enfermé dans une crépine. Enfermé dans une crépine, on peut y mettre des épinards. Et alors, Cézanne était un gourmand, un gourmet. Est-ce qu'il cuisinait lui-même? Il appréciait, ça c'est certain, la bonne chair, qu'il aimait partager aussi. Alors non, il ne cuisinait pas. Il y avait une gouvernante qui lui préparait ses petits plats. Mais il y a des recettes. C'était l'artiste dans toute sa splendeur, qui était très prise en charge par les femmes, entre autres, non? Oui, et de toute façon, Cézanne disait qu'il n'avait qu'un seul intérêt, c'était la peinture. Il est temps pour nous de ranger ces nourritures terrestres au profit d'une inspiration plus spirituelle, comme aimait à le faire l'artiste dans son atelier de peinture. Je vais t'emmener découvrir le Saint des Saints, l'atelier des Loves, Atelier des Loves. le dernier atelier de Cézanne à Aix-en-Provence. Silence les crayons sur les branches immobiles. Les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Silence dans la maison, silence sur la colline. Parfum qu'on devine, c'est l'odeur de saison. C'est à 62 ans que Cézanne achète cette vieille ferme sur la commune d'Aix-en-Provence. La demeure sera reconstruite, mais ce qui intéresse avant tout l'artiste, c'est le terrain, qui offre un panorama unique sur la montagne Sainte-Victoire, le grand amour du peintre, sa seule maîtresse, disait-il. Et voilà le fameux atelier. Laisse s'accomplir la magie de ses mains, ses alpins. Cette maison, il l'a conçue, il l'a construite ou il l'a simplement rachetée, aménagée? Non, il a racheté un très grand terrain agricole. Il y avait une vieille ferme qu'il a fait démolir. Et sur l'emplacement de cette vieille maison, il a fait construire cet atelier en fonction de plans qu'il a lui-même dessinés. Qu'il a dessiné. Ouais. J'imagine qu'à l'époque, c'était la campagne. On était en pleine campagne, c'était des champs de blé, des vergers d'oliviers qui encadraient la maison. Et c'était ce qu'il recherchait, l'isolement. Oui, bien sûr. Un atelier des Loves qui aurait bien pu disparaître sans la générosité de mécènes outre-Atlantique.
Heureusement, 2 Américains, James Lord, un écrivain installé à Paris, et John Rewald, qui va chercher et réveiller à New York pour lui dire « Écoutez, il se passe un truc à Aix, on risque de détruire l'atelier de Cézanne, il faut le sauver ». Et ce sont 114 personnalités américaines c'est formidable. qui, entre 1952 et 1954, vont débourser jusqu'au moindre franc pour sauver l'atelier de Pour Cézanne. racheter et sauver l'atelier Tout à de fait, Cézanne, qui tout à ensuite fait. sera donné... Donné à l'université, il est aujourd'hui musée de France, donc aujourd'hui, il ne risque plus rien. Grâce aux Américains. Grâce aux Ça, Américains. c'est original. Privilège, c'est dans la cuisine du maître que l'on va confectionner notre première recette. Une cuisine dans son jus. Alors nous voilà dans la cuisine historique. Oui, voilà la cuisine de Monsieur Cézanne. Alors, c'est pas lui qui cuisinait ici. Oui, la cuisine de Madame Brémond, Voilà, c'est ça, sa gouvernante. C'est ça, c'est sa gouvernante qui apportait les petits plats lorsque Cézanne restait déjeuner ici. Ouais. Mais Madame Brémond lui préparait des petites daubes, des canards aux olives, des choses qu'il appréciait. Moi, je vais me saisir de mon tablier. Donc là, on prépare quoi alors? Alors ici, on va préparer quelque chose de tout simple qui sont ce que l'on appelle en Provence des casse-dents. Des casse-dents. Voilà. C'est prometteur. Ça, c'est prometteur. Ouais. C'est une recette que tu as mise au point ou une recette qui s'est transmise? Non, c'est une recette qui s'est transmise et c'est vrai qu'en Provence, on a une Bible qui est un livre jaune. Oui, le rebout, je le vois là d'ailleurs. C'est cette fameuse Bible de la cuisine provençale. C'est ça, et ça s'appelle d'ailleurs la cuisinière provençale. Cette cuisinière dont on a déjà parlé, Madame Brémond, elle se retrouve sur les murs de cette cuisine. Ah oui? Oui, parce que ici, tu vois, ça c'est son visage? C'est une caricature qui représente de profil un personnage féminin. Ah, donc on peut imaginer que Cézanne aurait dessiné son profil sur le mur. Voilà. En tout cas, ça date. En tout cas, c'est un joli trait de crayon. La ligne de plomb. Allez, il est temps d'attaquer nos casse-dents, ces croquants emblématiques de la Provence. Je commence par mettre donc, 500 g de farine. Je vais verser 350 g de sucre. Le sucre semoule. Voilà. Et puis je vais prendre donc mes 4 œufs. Tu les mets au milieu parce que dans un premier temps, je vais remuer le sucre avec les œufs. D'accord. Et après, la farine va subtilement venir se mélanger à tout ça. On mélange ensuite le tout pour amalgamer et faire une belle pâte légèrement collante. J'ai vu de l'eau de fleur d'oranger. Je veux bien une cuillère à bouche. Touche importante, nous ajoutons de l'eau de fleur d'oranger, sans oublier évidemment les amandes. Est-ce que ce sont des amandes de Provence? Oui. La production n'est pas très grande. Non, la production n'est pas grande, effectivement. On a sacrifié ces arbres-là parce que ça ne rapportait pas grand-chose aux paysans provençaux à une époque par rapport au vin et à la vigne qui rapportait davantage. Ou à l'arboriculture. Et aujourd'hui, on est en train de replanter beaucoup d'amandiers pour retrouver cette amande provençale. Elle est inimitable. Ouais. Des amandes bio, bien sûr, qui viendront donner tout le croquant à nos casse-dents. Il faut On vraiment... sent dans le geste que tu es un garçon qui n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Ah là, il ne faut pas hésiter. Pas avoir peur de se tâcher. Si tu veux prendre la relève, tu n'hésites pas. Voilà, je te... Ça, c'est une recette qu'on fait souvent dans les maisons en Provence? Oui, c'est surtout une fois qu'on a récolté les amandes, donc à l'automne, c'est quelque chose qu'on conserve et qu'on garde dans des boîtes métalliques. Ça, c'est un gâteau, oui, que comme il contient quasiment pas de matière grasse, c'est un gâteau qui se conserve longtemps. Et soit avec un café, soit avec un petit vin cuit. En général, c'est assez apprécié. Bien sûr. Alors, qu'en dis-tu? On est pas mal là. On est pas mal. Ça continue à coller aux paluches, mais c'est l'idée. Ça colle aux paluches, voilà, c'est l'idée. Reste à confectionner 3 rouleaux qui seront badigeonnés de jaune d'œuf avant d'être mis au four à chaleur tournante, 30 minutes à 180 degrés. Il n'y avait pas d'électricité. Il refusait ça. Il considérait que cette marque de progrès était contre nature. Il détestait la ligne droite qui faisait le bonheur des ingénieurs, donc il n'avait pas les trottoirs, les becs de gaz qui commençaient à être installés, il détestait ça. Donc la révolution industrielle, ça ne lui parlait pas du tout. Ça ne lui parlait pas du tout, contrairement effectivement à son ami Zola. Donc il était contre ce progrès-là. Et il disait, mais dans quel temps vivons-nous, quoi? Lui voulait rester en symbiose avec la nature. Complètement. Chez toi? Pas de four donc, dans la cuisine originale de Cézanne. Michel cuira tout cela chez lui avant le banquet de demain. Il termine sa recette avec un produit cher au père de la peinture moderne, la pomme.
Pourquoi la pomme tient-elle une place si importante dans l'œuvre de Cézanne? Est-ce qu'il y a une symbolique? Il y a plus qu'une symbolique, c'est toute l'histoire de sa vie, la pomme. Cézanne, c'est le fruit qu'il a le plus peint dans son œuvre. Pour une raison, c'est que c'est un fruit qui est très long à pourrir. Donc on peut revenir sur le motif, l'ouvrage pendant des mois. Voilà, les fleurs, c'était trop compliqué, oui, ça s'est fané trop vite. Voilà. Les modèles, ça s'agite. Tout à fait, alors que la pomme tient la pose parfaite, elle est patiente. Rien de sorcier dans ces pommes rôties, un peu de beurre, beaucoup de sucre et le tour est joué. Et la cannelle aussi? Et voilà, un peu de cannelle dessus. Ils sont très bons. Ouais. Comme ça, un peu plus. Broyé hier soir avec des bâtons. Ah, ça fait toute la différence, c'est comme le poivre. Les épices fraîchement broyées. Très bien. Voilà. Bon. Eh ben, écoute, pendant que ça mijote, moi je vais m'installer dans l'escalier pour noter la recette. Ça va être assez simple. Et tu sais quoi? Je te vole ton pense-bête. Pour les croquets de Michel, il vous faudra 500 g de farine, 350 g de sucre semoule, 4 œufs plus un jaune, une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger, 350 g d'amandes et un peu de fleur de sel. Bon, c'est noté. Donc toi, tu termines les pommes? Voilà, je termine les pommes. Elles continuent de compoter. Et puis. Et tu nous prépares tout ça pour demain? Oui, on se fait une bouffe. Est-ce qu'on se fait une bouffe? Est-ce que tu crois qu'on pourra faire notre fameux banquet là-haut dans l'atelier? Écoute, ça sera une première, mais je crois que ça sera très réussi. C'est vrai que c'est possible? Tout à fait. Ah, génial. Merci Michel. Bon, je vais aller découvrir le travail de Jackie et découvrir ce magnifique atelier. Et puis je te retrouve demain alors. À demain. Merci. C'est donc dans cet atelier des Lauves que je rejoins Jackie, peintre et éminent spécialiste de Cézanne. Un atelier qui n'a pas bougé depuis près de 120 ans. Voilà. Bonjour Jackie. Installez-vous à côté de moi. Je suis très impressionnée par ce lieu et puis par votre présence. Ah, ben écoutez, moi ça me fait plaisir aussi. Et là, de faire une nature morte dans l'espace cézannien, c'est vrai que c'est très émouvant. C'est très émouvant. Il a bouleversé la peinture. Il a renversé 4 siècles de classicisme, si on peut dire. Il a un petit peu emprunté le chemin des impressionnistes, si on veut. Il a ouvert la voie aux cubistes. Il a ouvert la voie aux cubistes, bien entendu. Picasso disait que c'était notre maître à tous. Un maître de la peinture qui s'est intéressé avant tout au paysage et aux natures mortes, laissant les modèles à d'autres. C'est au collège Bourbon d'Aix-en-Provence que le maître a usé ses fonds de culotte et forgé son envie de peindre, mais aussi une solide amitié avec un autre artiste gastronome, Émile Zola. Ce pauvre petit Zola, il était plus petit, il zozotait. La cruauté de ses petits camarades faisait qu'il le mettait en quarantaine, il lui tapait dessus. Et le pauvre Zola, il allait pleurer dans son coin, il n'osait même pas se défendre, il ne savait pas se défendre. Vrai. Il s'est rattrapé par l'intellect. Il s'est rattrapé par l'intellect, effectivement. Et Cézanne, quand il a vu ce gamin qu'on martyrisait, il a pris sa défense. Et du coup, Cézanne s'est retrouvé en quarantaine avec Zola, évidemment. Et de là... Ça a soudé l'amitié. Ça a soudé leur amitié. Et on raconte que le lendemain, Zola est arrivé au domicile des Cézanne avec un panier de pommes, les pommes de Cézanne. C'est une jolie légende, et comme on dit souvent, si la légende est plus belle que la vérité... Pourquoi pas? Ben, il faut croire la légende, tout simplement. Cézanne utilisait beaucoup la lumière, bien évidemment, sur les pommes. La plupart du temps, quand il laissait du blanc, c'était pas parce qu'il négligeait... Il avait bâclé. C'est pas parce qu'il bâclait ou qu'il négligeait, c'est que le blanc, c'était la lumière, tout simplement. D'ailleurs, je remarque que cet atelier a 2 expositions, c'est assez rare. Oui, exposition du Nord et exposition du Sud. Et le grand chevalet qui est ici, qui fonctionne plus, c'était le chevalet sur lequel il a travaillé les grandes baigneuses. Nous avons une photographie où on le voit. Les grandes baigneuses étaient installées là sur le chevalet. Il y avait de l'ombre, il avait fermé les contrevents, parce que ça permettait de faire la lumière ou pas la lumière, les contrevents. Et il pouvait justement sortir les grandes baigneuses par cette fente que vous avez ici à
sur la fente qui est l'angle. faite dans le mur. Voilà, cette C'était fente. pour faire sortir les plus grands tableaux. Absolument. Dans les baigneuses. Oui. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il en faisait? C'était simplement pour les vendre ou... Non. Oh, surtout pas à vendre. Non, c'était un pour y gros mot. travailler à l'extérieur. Ah, d'accord. Parce que oui, alors... à l'intérieur, c'était bien, mais dehors, c'était encore mieux. Oui, puisque c'est quand même une scène de nature. C'était une scène de nature. Et il aurait bien voulu peindre des baigneuses et des baigneurs d'après nature. Ouais. Mais ça, pour lui, c'était insupportable. De faire poser des gens nus oui, et des tout à femmes fait. de surcroît. Surtout des femmes. Gentiment, Jackie m'invite à prendre le pinceau. L'occasion de me glisser l'espace d'un tout petit instant dans la peau du maître face à la coupe de fruits. Allez, un peu de rouge. Mais moi, vous savez que j'ai jamais peint de ma vie, quasiment. Un ben peu de rouge, mon Dieu. C'est l'occasion. Voilà. Alors là, c'est quoi? C'est de l'aquarelle? C'est de l'aquarelle, ça, oui, tout à fait. Ouais, vous savez que c'est la fin de votre tableau, quand même. Vous êtes conscient, Jackie? C'est pas grave, c'est pas grave. Oh, vous voyez, déjà, je suis sortie de la pomme. Je n'ai pas la position idéale non plus. Hein. Ouais, alors là, voilà. ça veut dire on y arrive. Eh bien oui, c'est pas si. C'est ce qu'on appelle poser la couleur, c'est ça? Tout à fait. Je vous laisse à vos pommes, Jackie, et je vous retrouve pour un repas demain dans cette pièce. Avec grand plaisir. Je vous embrasse. Merci. Non, ne vous levez pas. Il faut rester à son ouvrage. Si la passion du peintre, on l'a compris, était les pommes, il est un autre produit indispensable dans la vie de Cézanne, l'olive. Un produit de bouche, cette fois, qu'il consommait sans modération. Il en emportait dans ses valises, paraît-il, quand il montait à la capitale. Et c'est donc un oléiculteur, Olivier Nallès, qui va nous accueillir pour nous parler de son produit fétiche à lui aussi. Et Olivier est d'ailleurs président de l'AOP Huile d'Olive d'Aix. Il va nous emmener dans un moulin qui est l'un des derniers, voire le dernier, le moulin de Coudouce, à ramasser l'huile à la feuille. Vous verrez, c'est une technique très particulière et qui nous permet d'obtenir une huile avec un goût à l'ancienne. C'est comme ça qu'on l'appelle, le goût des olives très mûres. C'est probablement le goût que Paul Cézanne avait en bouche quand il arrosait ses plats d'huile d'olive. C'est sous un joli soleil azuréen qu'Olivier Nallès termine sa récolte des olives. En cette fin d'automne, il ne faut pas traîner. Là, on voit bien les écarts de couleur. Tu sais, tout le temps, ils se demandent pourquoi une olive verte et une olive noire, c'est deux arbres différents. Et là, on voit bien, quand tu regardes ici, là, bon, on a la tournante, ce qu'on appelle la tournante, c'est vraiment le côté légèrement violine, mais il reste encore du vert. Bon, bien sûr, il reste quelques vertes, mais là, on voit qu'on est avancé dans la saison, donc il n'y a plus grand-chose en vert. Et puis, on commence déjà à voir les noirs. Là, on les voit bien, les noirs. Oui, là, elles sont vraiment complètement elles tombent toutes seules, là, les noirs. Pas de mécanisation importante, c'est au râteau et au peigne électrique qu'Olivier et Yves récoltent les jolies olives, typiquement aixoises. C'est la variété Aglando. Il y en a encore qui sont bien vertes. Hein. Malgré tout, dessous, bien cachées, derrière le feuillage. Il faut vraiment les ramasser. Oui. Vertes, noires ou violettes, toutes ces olives termineront au vieux moulin de Coudou, à quelques centaines de mètres des plantations. Un moulin traditionnel où Olivier vient faire presser ses olives. Particularité, les olives sont maturées après récolte pendant 8 jours au grenier. Elle est maturée, un peu comme une viande, parce qu'on l'a fait fermenter pendant 8 jours. À l'époque de Cézanne, on ramassait les olives des morts le 2 novembre, au roi l'Épiphanie, mais le moulin, il fonctionnait jusqu'au mois d'avril-mai. Ça donnait un goût totalement différent de quand on extrait le pur jus de fruits, c'est-à-dire qu'on reçoit l'olive et on extrait l'huile. Là, c'est vraiment un goût, ce qu'on appelle d'ailleurs le goût à l'ancienne, parce que c'était le goût qu'on connaissait au 19e siècle. C'est au rez-de-chaussée que les olives sont ensuite pressées à la meule, avant de placer la pâte obtenue sur un scourtin, sorte de paillasson, d'où l'on extraira le jus qu'il faudra séparer de l'eau. Là, comme c'est un travail de précision, je vais mettre les lunettes. Et au moulin de Coudou, c'est à la feuille que l'on récolte l'huile. On est encore à la technique qu'on avait au 19e siècle, voire avant. C'est-à-dire que donc j'ai une feuille, ici, j'ai une casserole de l'autre côté, et je vais donc ramasser en surface mon huile. C'est pour ça qu'on dit ramasser l'huile, et séparer l'huile de l'eau.
Pour cette dernière récolte, Olivier ne résiste pas à s'offrir une petite dégustation. Il y a une légère ardence parce que c'est l'huile de l'année, c'est sûr. Une petite Mais pointe. une petite pointe, pas du tout d'amertume. Un nez d'artichaut cuit, c'est très net. Et puis bon, après, moi je retrouve un tout petit peu d'olive noire. Ouais. Ah Ça, oui, il y a aussi le côté olive noire, c'est vrai que... Des fois, c'est pas mal de dire que l'huile d'olive peut avoir un goût d'olive. Parce que d'olive noire, comme Oui. tu dis, c'est Oui, pas de l'olive. noire. Voilà, Pas d'olive exactement. verte. Une huile que l'on retrouvera sur la table de notre banquet pour accompagner les fromages, mais aussi dans la cuisine de Jacqueline, qui est en charge du plat principal qu'affectionnait particulièrement Paul Cézanne. Jacqueline est issue d'une vieille famille aixoise et depuis le XVIe siècle, cette famille est marchande d'étoffes. Jacqueline va nous cuisiner une recette incontournable en Provence, la daube. Une daube de bœuf aux olives et à l'orange évidemment, à sa façon. C'est au pied des carrières de Bibémus, au milieu de cette belle végétation, que Jacqueline habite cet étonnant chalet scandinave. Une maison familiale transmise par ses aïeux de génération en génération. Chez Jacqueline, tout est une histoire de famille. Oh Jacqueline, je suis rentrée, j'ai fait comme chez moi. Oh là là, quelle maison! Vous allez bien? Oui, ça va bien. Vous m'avez dit que cette maison avait du caractère, mais c'est peu dire. Alors, vous m'emmenez dans la cuisine? Je vous amène dans deux cuisines. C'est la multiplication. Donc ça, c'est la cuisine de mes grands-parents. Ouais. Et je l'aime beaucoup. Elle a été dessinée par Le Corbusier. On retrouve les formes sobres. Voilà. Et là, du temps de ma maman, il y avait une grande cuisinière avec du bois, des trucs qui s'appellent de l'anthracite qui se trouvaient dans la région, puisqu'on avait des mines à Gardanne qui chauffaient toutes les maisons à l'époque. Donc cette cuisine-là a été rajoutée? Ça, c'était une serre. C'est toujours une serre. On se gèle d'ailleurs dans ma cuisine. Et c'est là que ça se passe aujourd'hui. Voilà. C'est là où je cuisine. Alors racontez-moi un peu l'histoire de cette maison. C'est une maison de famille. C'est une maison de famille que j'aime, qui a une belle histoire, parce qu'en fait, j'ai un aïeux qui a remis à un pauvre hère qui se promenait en Provence un cabanon à Grives. Et ce monsieur, quelques années après, a rendu ce chalet norvégien. Non, c'est lui qui a construit cet endroit. Là, on est en 1812 à peu près. C'était pas vraiment un pauvre hère, alors? Justement, pas du tout. Mais c'est ce que croyaient mes aïeux. Mais sur un terrain qui ne lui appartenait pas, c'est étrange. Oui. Mais c'était l'époque. Décidément, la maison de Jacqueline réserve quelques surprises. Espérons que sa recette de daube aux olives soit aussi atypique que l'histoire de sa maison. Et ça commence bien avec le morceau de viande choisi. Là, nous avons de la joue de bœuf. Ouais. Du Donc petit... vous faites la daube avec la joue de bœuf? Ah, je préfère. Ensuite, j'ai pris du petit salé, pas du tout fumé, parce que j'aime pas, c'est un goût personnel. Cézanne a ajouté des olives. Je l'ai essayé, c'est bien. Voilà. C'est assez cohérent. C'est très provençal. Alors cette daube, est-ce que c'est un de vos plats favoris ou c'est pour l'occasion qu'on le mijote ensemble? Ah non, pas du tout, c'est mon plat favori. C'est votre plat favori pour de vrai? Alors, en hiver. Ouais, c'est un plat d'hiver. C'est très sympathique en hiver. Jacqueline commence par éplucher les oignons. 2 gros oignons blancs, tandis que je m'attaque aux carottes qui serviront à la marinade. Donc vous faites systématiquement mariner votre viande dans quoi? Dans du vin rouge, j'imagine, avec les aromates? Exactement. Alors, on va mettre notre oignon, qui est piqué et effilé aussi. Piqué de clous de girofle? Oui. Les carottes, je fais quoi? Je les émince? Des gros morceaux. Moi, je mets des gros morceaux. Des gros tronçons. Comme ça vous va? Oui, très bien. Voilà, vous mettez la viande. Jacqueline rajoute 2 gousses d'ail, le petit salé, du poivre à queue. C'est du poivre cubeb, parce qu'en Provence, on n'a pas de poivre. Autrement, je crois que j'en utiliserai. Puis j'arrose le tout d'un joli vin rouge des Côtes-du-Rhône. Et ça, on laisse macérer, mariner combien de temps? Moi, je laisse macérer. On peut laisser 2 jours si on veut. Moi, je laisse macérer en principe, quand je le fais maintenant, jusqu'à demain matin.
Avant de laisser mariner, Jacqueline ajoute un zeste d'orange, du thym et une feuille de laurier. Prévoyante, elle a confectionné la même préparation 24 heures plus tôt. On éponge la viande, on l'égoutte et on la fait revenir? On l'égoutte pour enlever, voilà. D'accord, allez, je me lance. On va singer la viande avec un peu de farine. Pour épaissir un peu la sauce. La viande bien saisie, on filtre le vin de la marinade qui sera réintroduit dans la cocotte. Ce que je ne remets pas, c'est le clou de girofle. Pour pas qu'on l'ait sous la dent. Exactement. Quoique les dentistes l'employaient beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Jacqueline termine avec le vin pour mouiller sa viande à hauteur avant de mettre à mijoter sa daube. Et nous allons quand même attendre entre 2h30 et 4h. Un joli plat en prévision qui n'aurait certainement pas déplu à Paul Cézanne. Il est temps de noter tout cela sur mon carnet devant la belle cheminée de Jacqueline. Pour sa recette de daube aux olives, il vous faudra 2 kg de joues de bœuf coupées en morceaux, 250 g de poitrine salée, 150 g d'olives noires provençales, 2 oignons, 2 carottes, 2 gousses d'ail, un bouquet garni de laurier, de thym et d'un peu de sauge, un zeste d'orange, des clous de girofle, une cuillère à soupe de farine fine, une bouteille et demie de vin rouge corsé, sans oublier la petite touche de Jacqueline après 2h30 de cuisson, les olives et... Je vais prendre 2 carrés de chocolat. D'accord, façon Ça, civet, c'est un secret que l'on m'a donné. Voilà. Pour épaissir un peu la sauce, l'arrondir. Ils vont pour peut-être enlever un peu l'acidité du vin, je pense. 20 minutes de cuisson et surtout on laisse reposer. Oui. Et on sert ça dans la daubière, hein, promettez-moi. Je vous amène ma daubière. La vraie daubière provençale. Absolument. Moi, je vous fais un bisou. Merci, Jacqueline. Merci, parce que c'était une... À bientôt, donc, pour votre belle découverte. Votre banquet. C'est sur cette bonne odeur d'olive et de viande mijotée que se termine ma première journée sur les traces de Paul Cézanne. Nous allons redescendre en ville, dans Aix, pour rencontrer Michel. Michel est architecte et au-delà de son métier d'architecte, Michel est un passionné de cuisine. Il est surtout passionné des grandes tablées, des réceptions, des dîners de copains. Et c'est un virus qu'il a transmis à son fils Raphaël, qui du coup s'est lancé dans la cuisine et qui est devenu charcutier et vend ses merveilleux produits charcutiers artisanaux, bien sûr, sur le marché d'Aix. Pour ce qui concerne Michel, il nous propose la soupe provençale par excellence, l'aigo boulido. Alors je crois que ça ne se prononce pas exactement comme ça, pardon. Enfin, je laisse à Michel le soin de le prononcer correctement et de nous faire chanter cette recette. C'est de bonne heure que Michel se rend au marché d'Aix, sur l'historique place des Prêcheurs, à quelques encablures de l'appartement de Paul Cézanne, qui ne résidait pas dans son atelier des Lauves, mais dans le centre-ville. Ah, voilà. Bonjour monsieur. Bonjour, ça va? Ça va ouais, et vous? Oui, très bien. Vous le connaissez? Toujours du bon pain? Oui, toujours. Bien sûr. Donc tout est bio, façonné à la main et au levain naturel. C'est pour faire un aigo boulido, c'est une soupe à l'ail provençale. Donc... Alors là, plus vous partirez sur. Mais je vais prendre du pain de campagne par exemple. Plutôt un pain de campagne, oui. Ouais. Faut que ce soit un pain. Alors, en campagne, c'est moitié farine de seigle, moitié farine de blé. D'accord. On va le garder comme ça. Et merci. Passez une agréable journée. Michel y retrouve ses producteurs favoris qui lui fourniront tous les ingrédients nécessaires à la réalisation de cette soupe à base d'ail, d'huile d'olive, de sauge et de laurier. Un plat typique, cher à l'artiste, qui, dit-on, en rapportait pour régaler ses convives à chacun de ses voyages à Paris. Pour l'ail, Michel choisit les têtes les plus fraîches, de manière à sublimer les goûts. Je vais prendre de l'ail. Hop. Ça c'est bien. Il est impeccable. Petite astuce de notre architecte cuisinier, rajouter à sa recette du fromage de chèvre. Il faudrait qu'il soit plutôt sec, encore comme tu veux.
ceux-là, là, ils vont bien. Ils vont bien ceux-là. Je peux les goûter parce que c'est quand même un peu... J'en mets pas beaucoup, mais il faut qu'ils soient bien rustiques. Très bien, c'est bon. Hein. Je crois que je préfère le deuxième parce qu'il est un peu plus... Le deuxième, sec. Il va être plus simple à râper. On met combien? Si tu peux m'en donner 4. Hein. C'est tout bio, hein? C'est tout bio. Là, tu fais de... Élevé dans les collines. Élevé dans les collines. Des cisterons. Super, super. Ah oui, tu as combien d'hectares déjà? J'ai 105 hectares. Ouais. Je ne fais pas tuer toute l'année. Ah oui. Bon, c'est super. Ben, on va se régaler. Aussi gourmand que gourmet, Michel ne peut s'empêcher de faire un arrêt charcuterie chez son fils Raphaël, qui a même inventé un pâté en croûte en l'honneur du peintre aixois. J'ai une petite feuille. Celui-là, c'est le Cézanne, celui-là avec le riz de veau, foie gras, abricot, trompette de la mort et sauge. Et un peu de genièvre aussi, ouais. Ah ouais, c'est magnifique. La croûte, il y a un état que j'ai pas goûté. Hein. Ça, c'est au cochon noir de Bigorre, avec brisure de truffe, foie gras, pistache. Celui-là, c'est le cranberry, liqueur de violette. De la liqueur de violette. De la liqueur de violette. C'est extraordinaire, ça. C'est pas mal, hein. C'est fin, c'est aromatique. Il est très bon. Il est très bon. À tout à l'heure. Ouais, ça va. Hein? À midi, pour manger. À midi, pour manger. Ça va. Hein? Super. N'oublie pas d'en amener un peu quand même. Ouais, t'en fais pas. Allez, bise. Ça va, merci, bisous. bisous. À tout à l'heure. Ciao. Mon petit doigt me dit que Raphaël pourrait bien nous rejoindre au banquet avec son panier de charcuterie. Mais pour l'instant, c'est chez Michel qu'on va s'attaquer à cette soupe simple, mais très goûteuse. J'entre. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Mais bien. Ça va bien. Bienvenue, bienvenue. Je découvre cette maison d'architecte alors. Écoute, elle est très chaleureuse. Elle est très agréable à vivre, voilà. Donc aujourd'hui, on va préparer la soupe traditionnelle provençale. L'aigo boulido, alors comment tu prononces? Moi, je dis aigo boulide. Aigo boulide. Ouais. En fait, on ne dit pas le O, c'est ça? Non, pas trop. Ça veut dire quoi? Aigo boulide. Au bouilli, tout simplement. Ah oui, d'accord, ça en dit long. On aurait pu dire ail, comme l'ail, mais non, ça veut dire au bouilli. Au bouilli. L'idée, c'est l'ail qui est quand même une denrée ce qui se trouve sur l'ensemble de la Méditerranée, mais et aussi au nord, bien sûr. Et puis c'est la pharmacie de la cuisine. Et puis c'est la pharmacie, et c'est génial. Puis c'est une soupe qui contient aussi de la sauge. Donc, la base, c'est la sauge. Ouais. Et la sauge a d'énormes valeurs aussi nutritionnelles et médicinales. On dit celui qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. C'est sur la table de la salle à manger que l'on s'attaque à la corvée de Pluche. Le germe, on va le laisser, puisqu'il y a toute une discussion sur le faut-il laisser ou faut-il l'enlever enlever ou pas. On ne sait pas si c'est légitime. Et finalement, il semblerait qu'il y ait des analyses scientifiques, techniques, qui disent que ça a des valeurs médicinales très intéressantes, qu'il ne faut surtout pas l'enlever. Ah bon, d'accord. Ce serait encore meilleur pour la santé que l'ail lui-même. Encore meilleur. Ah ben alors, on s'est embêté pendant des générations et des générations à ouvrir l'égout et s'enlever le germe. Donc, de temps en temps, comme disait un certain grand chef que je connais bien, Thierry Marx, la tradition est parfois la mère de l'ignorance. C'est bien de le dire. 8 gousses suffiront à parfumer 1 litre d'eau que l'on met à bouillir, sans oublier de rajouter une branche de thym. On peut aller prendre un peu de sauge dans le jardin? Allez. On va le découper? Allons-y. Michel profite de son jardin provençal pour faire pousser ses propres herbes aromatiques. Avant de récupérer la sauge, c'est du laurier qu'il cueille pour son aigo boulide. Voilà, super. J'ai une passion pour l'odeur du laurier. C'est délicieux, hein? C'est très subtil, j'en mets même dans les desserts, tu sais. Ah oui? Il m'arrive de faire des petits pots de crème, comme on peut le faire à la vanille, mais avec du laurier. Bon, la sauge. Donc je vais en prendre quelques brins ici. Alors, à quel moment mettons ces herbes? On va mettre 2 feuilles de laurier. D'accord.
Le laurier et les gousses d'ail vont être portés à ébullition pendant 10 minutes. Ça, il faut qu'elle soit bien cuite, mais pas non plus complètement réduite en purée, quoi. Ça sent bon, hein? Ça sent bien, oui. Là, on a vraiment le parfum de l'ail sans l'âcreté et sans la puissance. La purée d'ail est ensuite remise dans le bouillon, accompagnée des feuilles de sauge fraîches. Une dizaine de feuilles. Ouais. Très bien. Attends, je vais en donner quelques-unes. Un peu plus, alors. Et là, voilà. C'est tout. Juste un petit coup de chaud, quoi. Juste un petit coup d'ébullition. Et après, on laisse le parfum de la sauge se diffuser. Se diffuser. Comme une infusion. Comme une infusion. Donc, alors, pendant ce temps-là, je vais noter ça sur mon petit carnet. Oui, si très volontiers. Très volontiers. Allez, on y va. Facile à retenir, la soupe d'ail de Michel façon Cézanne se compose d'une tête d'ail, environ 8 gousses, d'une branche de thym, de 2 feuilles de laurier, d'un petit bouquet de sauge, de 4 œufs, d'un peu d'huile d'olive, de 4 tranches de pain grillé, d'1 litre d'eau et de fromage de chèvre sec. Alors, on va casser les œufs. Cassons. Donc on garde le jaune dans la coquille, c'est ça? Dans la coquille, on remet la coquille là. Et on met les blancs ici. Donc c'est quoi, un œuf par personne à peu près? Oui. On peut déguster cette soupe dans sa version la plus simple, mais aussi y ajouter des œufs. C'est en tout cas comme cela que Michel cuisine son ail goboulido. Il dépose le jaune sur une tranche de pain grillé, un joli tableau dont les couleurs n'auraient pas déplu à notre artiste. Et comme rien ne se perd, les blancs d'œufs viendront lier notre bouillon. Donc le blanc d'œuf va cuire au contact du liquide bouillant. Oui, tout à fait. Il va contribuer à épaissir et à blanchir la soupe, puis à lui donner des protéines aussi. Oui, bien sûr, c'est très bien. On va mettre un peu de poivre, il faut mettre de l'huile sur les... Sur le pain? Sur le pain. Pour terminer, je râpe un petit fromage de chèvre sec pour relever le goût de la soupe, lui donner du nerf comme un coup de pinceau soulignant le mouvement dans un tableau. Et là, on va cuire aussi d'une certaine façon, effleurer en tout cas. Ça permet de cuire un tout petit peu le jaune. Voilà. Il y a un côté soupe à l'oignon quand même un petit peu, hein? Oui, c'est un peu les mêmes. C'est moins riche, c'est plus frugal et c'est certainement très savoureux. Une feuille pour faire joli. Ça sent bien bon. Voilà. J'aime bien l'idée de ce plat, qui, comme tu dis, vraiment un plat très frugal, très modeste, et puis en même temps concentre toutes les saveurs de la Provence. C'est délicieux. Et le bouillon est très subtil, parce qu'on a les herbes qui sont là, mais pas dominantes. On a l'ail clairement, mais très doux. Il est doux, hein? Il est très doux, c'est merveilleux ce plat, vraiment. Et la petite surprise du jaune d'œuf qu'on va chercher avec la cuillère. Tu sais, je pense que même les enfants apprécieraient ce plat. C'est l'éloge de la simplicité. C'est vraiment ça. Et notre Paul Cézanne appréciait beaucoup cette soupe. Et oui, il semblait. Et sans doute par son côté un peu simple aussi, pas rustique, mais quand même aussi. Paysan. Et je pense qu'il allait aux choses, aux concepts les plus simples. Les plus élémentaires, comme dans sa peinture finalement. Sa peinture. Et là, aimer ça, je trouve que c'est être dans ce même raisonnement de l'essentiel. Michel, est-ce que tu vas pouvoir nous refaire ça tout à l'heure pour notre repas qui aura lieu dans le Saint des Saints? Ah oui, dans un lieu magique que je connais évidemment. Mais là, faire un repas, un grand repas à cet endroit-là, ça va être sans doute magique. Magique. Oui, moi, les bons auspices de Paul Cézanne. Très volontiers. Exceptionnellement, Michel Fresset a bien voulu ouvrir les portes de l'atelier de Cézanne pour y faire notre banquet. C'est avec beaucoup d'émotion que je découvre cette table dressée pour l'occasion. On croirait un tableau de Cézanne. Mais quel privilège surtout. Est-ce qu'il vous est arrivé souvent d'organiser des repas ici? Très honnêtement, ouais. C'est la première fois. Non, c'est vrai? Oui. Alors c'est un réel privilège. Oh là là. Dans l'atelier même, c'est la première fois. On a fait beaucoup de choses dans le jardin, énormément pour partager la cuisine provençale. Mais dans l'atelier même, c'est une première. C'est merveilleux parce que c'est une véritable nature morte.
On a essayé, voilà. Et puis, il n'y a que des produits aixois, provençaux, qu'on va déguster ensemble. Jusque dans la vaisselle. Oui, jusque dans le choix de la vaisselle. Ça, ce sont des céramistes d'Aix depuis 2 générations. Ah oui. La famille Buffil qui fait ce travail absolument exceptionnel. Magnifique. Les verres sont faits par un verrier qui est installé à Saint-Rémy et qui reprend des modèles de verres romains. Donc toute la table est là pour nous donner à voir l'artisanat local. C'est ça. Écoutez, même la lumière, on dirait qu'elle a été composée par un peintre. Mes premiers invités arrivent dans ce décor. Raphaël Chiapero, le fils de Michel, que l'on a découvert sur le marché, suivi de son père. Bonjour Raphaël. Bonjour. Voilà, nous vous accueillons modestement chez Paul Cézanne, je vous embrasse. Au-dessus de ce spectaculaire pâté en croûte. Merci. Votre œuvre, j'imagine. Ouais. Jackie, notre aquarelliste passionné. Jacqueline, qui nous a confectionné la daube. Et enfin, Olivier Nalès, notre oléiculteur, producteur d'olives si cher à Paul Cézanne. Je suis ravi. Oh, moi aussi. Ah oui. Bonjour Olivier, bienvenue. Allez à table, dans ce décor plus vrai que nature, où il ne manque que le peintre. Alors, on va peut-être commencer par ce divin pâté en croûte. C'est une de mes faiblesses en plus. Hein. Raphaël, comment vous êtes tombé dans le cochon alors en fait? Racontez-nous. On a une maison très qui festoie énormément. Ah, d'accord. Voilà, soyons clairs, hein, qu'on faisait tout le temps, tous les week-ends, il y a toujours des grands repas. Donc culture familiale. La bouffe, c'est ça vient de la culture. Qu'est-ce qu'il y a dans ce pâté? Ah oui, moi je voudrais savoir aussi. Alors, c'est complexe au niveau romain. S'il vous plaît. Ah oui, mais j'essaye d'analyser les arômes, mais c'est pas gras du tout. Il y a un peu de foie gras. Il y a de la volaille. Il y a des pistaches. Il y a de la volaille ou pas? Non. Il y a de l'abricot. Ouais. En fait, l'idée, c'était de reprendre, parce que bon, les pâtés en croûte, c'est pas la spécialité du Sud. Et donc, l'idée, c'était de prendre un côté un peu traditionnel, donc le riz de veau et le cochon qu'on a à Lyon, par exemple, et d'apporter une touche aromatique du coin, donc avec du genièvre. Donc, le genièvre qu'on ramassait au pied de la Sainte-Victoire sur le plateau de Bibémus, la sauge, qui est très utilisée ici, et également, les riz de veau, je les cuis avec du pastis, pour amener vraiment un côté de la fraîcheur au produit. Il est particulièrement réussi. Très surprenant. Ouais, la cuisson de la pâte est très très réussie, ce qui me semble le plus difficile. Le pâté en croûte qui n'aurait pas manqué de plaire à Cézanne, Zola, Pissarro, Renoir ou Degas, la joyeuse bande des Batignolles. Terminé, on passe à l'ail boulide. Et comme rien n'est impossible dans les carnets, c'est carrément dans l'atelier que Michel refait sa recette. Et là, tu as choisi quelle huile d'olive alors? Le goût à l'ancienne ou la verte? Précisément, l'huile d'olivier Nalès qui, pendant que Michel termine le dressage, nous donne un petit cours de dégustation. Là, ce qui est assez impressionnant en bouche, c'est ce côté herbe fraîche mentholée. Après, il va y arriver un peu de piquant en fin de gorge, c'est l'ardence, plus une pointe d'amertume. Une huile, c'est un condiment. Associé C'est un condiment. à un aliment. Et des fois, une huile qui peut paraître agressive, pas forcément agréable à déguster, je pense notamment aux huiles ardentes et amères, sont des huiles qui sont parfaites pour relever une cuisine, pour relever une purée, pour donner un peu de force à un plat. Donc, on a toujours cette difficulté de passer à l'usage, sortir du goût et passer à l'usage. De son côté, Michel met la dernière touche à son tableau. Une nature morte de pain grillé et d'œufs dans un bouillon d'ail que l'on pourrait croire sorti d'une palette de peintre. C'est joli en plus, ça. Ouais, c'est très joli. Petite feuille de sauge. C'est appétissant et frugal à la fois. Et la sauge communique un goût important. C'est assez étonnant. Et ça, c'est un plat qui est servi à quelle occasion alors? Normalement, à la Noël, soit avant le repas de Noël, soit après pour la digestion, ou le lendemain pour faire un peu carême, c'est ce qu'on dit. Hein. À vous, pour digérer le repas de Noël, vous mangez de l'ail. C'est original. Ou pour anticiper. Par contre, normalement, on ne met pas l'œuf. Parce que l'œuf renforce un peu. Ça renforce, ça rajoute, c'est pas... Ça nettoie moins. Non, mais là, vous recevez des Parisiens. Voilà. Non. Quand on le fait à la maison, on le fait comme ça, quand même. Ah oui, avec le jaune d'œuf. Ça rajoute un petit peu. Les plats s'enchaînent avec la daube de Jacqueline, qui a réchauffé dans la belle daubière traditionnelle. Cette daube, pardon. Oui, daube. Le pauvre et la daube. Il avait l'accent d'ailleurs, Cézanne, oui, bien sûr. Oui. Ouais, il avait un bon accent provençal. Ouais. Et alors cette daube, est-ce qu'il l'aurait appréciée en son temps, notre ami Paul? Je vais faire partie des repas du Jas courant. Oh, certainement que Rosa Berne, au Toulonnais, elle devait la lui faire. Hein.
Ça, c'est la dame qui tenait la fameuse auberge du Telonnais où il allait casser la croûte. C'était une épicerie qui faisait restaurant pour les bons clients. Ouais, c'est ça. Mais il aimait les plats. Ce n'était qu'une épicerie en comme réalité. celui-là, des plats assez simples, finalement, des plats familiaux, plats de bonne femme, comme on dirait. Il invitait ses amis à aller manger le canard aux olives chez Rosa. Ah ben oui. Eh ben, en tout cas, je ne sais pas si c'est l'identité de la Provence, cette daube, mais elle est vraiment très bonne. Hein. Ah oui, il y a un peu de ça dedans. Il y a de ça, hein. On a le droit de s'en resservir ou... Ah bah bien sûr. Ça fait plaisir, ça. Allez-y. Quand même, parce que bon... J'étais en train de me dire, c'est quand même très émouvant d'être là. On a beaucoup de chance. On pourrait penser qu'il nous regarde d'une certaine façon, mais voilà, avec cette vue sur la ville, entre les pins, les chênes. La daube fait place au dessert de Michel, ses croquants ou croquets provençaux, accompagnés de pommes cuites, clin d'œil à l'artiste. Ah, c'est toi qui as cuisiné ça? Ah oui, ça, je peux attester. Les casse-dents. C'est un grand maître en croquet. Bon, j'y vais. Je vais y aller prudemment. Fabrication maison. Ah oui. C'est vrai? Oui. Avec des amandes de Provence. Les amandes, vaste sujet. Culture de plus en plus rare, non? C'était la troisième jambe de Provence, si on peut dire, avec la vigne, l'olivier et l'amandier, qu'on essaye de relancer aujourd'hui de façon importante, parce qu'on a besoin d'amandes pour nos calissons, parce qu'il y a le croquet aux amandes. La Provence, c'était la terre des amandiers. Hein. Ouais. Et Aix particulièrement. Et Aix, c'était le cœur du marché aux amandes. Il y avait la bourse aux amandes à Aix au 19e, mais au 18e... C'était à Aix que se décidait le prix, le cours de l'amande dans le monde. On fixait le cours de l'amande. D'ailleurs, sur le cours sextile, dans le monde. Pour tremper les croquants et éviter de se casser les dents, Olivier les accompagne d'un vin cuit de pays bien particulier. Le goût de bois est net. Hein. Il y a presque un goût de tabac, d'ailleurs. C'est plus de tabac, de chauffé, de fumé que le bois, parce qu'on est sur des bois vieux, là. On n'est pas sur des bois neufs. Ce qui est assez extraordinaire, ça, c'est de manger ça sur des fromages forts. Ah oui, sûrement. Sur un Munster. Ou même sur des bleus. Hein. Sur un maroilles un peu fait. Maroilles qui s'ouvrait, là. C'est vrai que... Alors, est-ce que vous êtes sous le charme comme moi de cette balade en terre de Provence, de cette balade en terre cézannienne? Je trouve qu'il y a beaucoup de leçons à retenir. Et d'abord, savoir comme Cézanne, regarder le cœur des choses, aller à l'essentiel, apprendre à regarder la nature, se promener, prendre le temps. Et puis, ne pas oublier le caractère sacré de la nature et de la table. Recevoir ses amis autour de plats simples, réalisés avec de bons produits, si possible français. Voilà, tout est dit. L'œuvre de Cézanne est là, en tout cas à table. Le reste est à découvrir dans les musées. Et surtout, n'oubliez pas de venir visiter l'atelier. On vous attend.